Dans ce journal, nous irons à Johannesburg, en Afrique du Sud, où le Discop 2016 est ouvert depuis 2 jours. C'est la 9e édition du marché africain de contenu audiovisuel et elle se tient jusqu'à ce vendredi. RTI Distribution y est pour présenter les productions Made in Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire veut relever le défi de la mobilisation des investisseurs en Côte d'Ivoire les mois à venir et elle s'y attelle. Une rencontre a eu lieu à Grand-Bassam pour élaborer les stratégies pour attirer les investisseurs. Une nouvelle pause humanitaire décrétée par la Russie, alliée du régime syrien, est entrée en vigueur ce vendredi matin dans la métropole d'Alep. Une trêve de 10 heures qui risque d'être inefficace et insuffisante pour évacuer blessés et civils. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le vendredi 4 novembre. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi au palais présidentiel le ministre d'État, ministre des Transports du Niger, Omar Hamidou Chiana, qu'accompagnait son homologue du Burkina Faso, Souleymane Soulama. Omar Hamidou Chiana était porteur d'un message du président nigérien Issoufou Mohamedou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hier jeudi 3 novembre, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre, il a été question de communication, de mesures individuelles et de mesures générales, notamment l'adoption d'un décret portant convocation des collèges électoraux de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Palais présidentiel, ce jeudi 3 novembre 2016. Le Conseil des ministres qui s'y est déroulé l'a été aux couleurs du scrutin référendaire qui vient de se tenir avec la victoire du oui pour l'adoption de la nouvelle constitution, celle de la Troisième République. À l'ouverture des travaux de ce Conseil, le président de la République, Alassane Ouattara, a salué cette victoire en félicitant les membres du gouvernement et tous ceux qui y ont contribué. Et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour féliciter nos concitoyens, parce que ce référendum était important. Il fallait tourner la page et le taux de participation de 42% est un bon taux pour un référendum. On se souvient que les présidentielles étaient à 53%. Les référendums tenus ailleurs dans d'autres pays, sur d'autres continents, ont fait moins de 40%. Donc, j'en profite pour féliciter tous les membres du gouvernement pour le travail important qui a été fait. J'associe à cela, bien sûr, les députés et tous les membres responsables des partis politiques, des militants du RHDP. Ces résultats, 42,42% de participation et 93,42% donc de oui. C'est vraiment un plébiscite. Vous avez fait du bon travail. Bravo à tous. Bravo. Amené à commenter le taux de participation à ce référendum, le porte-parole du gouvernement fait savoir que cela est dû à l'enjeu caractérisé par la situation de paix dans le pays. Pour ce faire, il ne s'agit pas, selon lui, d'une victoire de l'opposition. Quand vous avez une cinquantaine de pourcents à l'élection présidentielle, il faut vous attendre pour une élection comme celle-là qui est tenue un an après. Il faut vous attendre à un taux relativement bas. Et cela se fait comme ça dans tous les pays du monde, cela se constate de cette façon dans tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire n'est pas du tout un cas particulier. J'allais dire, il ne faut pas commettre l'erreur que font les opposants, qui pensent que tous ceux qui ne sont pas allés voter sont de leur côté. Ce référendum, un scrutin donc qui appelle un autre, celui ayant fait l'objet lors de ce Conseil des ministres d'un projet de décret relatif à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Élection fixée au 18 décembre 2016. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, les collèges électoraux de la République de Côte d'Ivoire sont convoqués le dimanche 18 décembre 2016 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le scrutin sera ouvert à 8 heures, donc le dimanche 18 décembre 2016, et clos à 18 heures. D'autres décrets, il y en a 7, qui seront rendus publics après le prochain Conseil des ministres, préciseront les modalités détaillées d'organisation du scrutin, c'est-à-dire les aspects relatifs à la campagne électorale, à la forme du bulletin, aux modalités d'accès
aux médias, etc. Outre cette décision sur les prochaines législatives, plusieurs autres ont été prises à l'occasion de ce conseil, notamment le projet de décret portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique et surtout celui instaurant désormais le permis à points. Le prochain conseil des ministres aura lieu dans une semaine, précisément le mercredi 9 novembre 2016, sauf cas de force majeure. Je vous le disais, en titre, le Discop 2016 est ouvert depuis 2 jours à Johannesburg, en Afrique du Sud. La 9e édition du marché africain de contenu audiovisuel se tient jusqu'à ce vendredi 4 novembre. RTI Distribution, qui compte parmi les participants, a présenté hier son catalogue de production Made in Côte d'Ivoire. Le point des 2 premières journées de cette 9e édition avec Christelle Menant, notre envoyée spéciale sur place. Plus de 2000 participants attendus à cette 9e édition du Discop Johannesburg. Ce sont aussi plus de 10 000 heures de programmes disponibles à la vente à ce marché africain de contenu audiovisuel, selon l'organisateur Basic Lead. Dans le catalogue des programmes de RTI Distribution, 4 nouvelles séries coproduites par le groupe. Blog de Meliou Studios. J'ai choisi pour être à la une de mon blog ce charmant petit couple avec lequel on ne s'ennuie jamais. 20-30-40 des sœurs Hamon. La Soraya, des émissions et magazines Olé. Oui, c'est moi. Château Rouge de Eric Ossiri. Vos problèmes. C'est un Ivoirien. Il m'a aidé à transporter tous les sacs jusqu'ici. Oui, nous sommes tous des immigrés et nous vivons des situations compliquées. Et, dernière nouveauté, Au milieu d'un rêve, coproduite avec la major indienne Zimidia. Last thing I heard from Ikra is trust is all about risk. Nous diversifions nos partenariats désormais et nous sommes vraiment présents à l'international et pourrons toucher des cibles de plus en plus vastes, pas uniquement en Afrique mais également dans le reste du monde. Le fait d'avoir des partenaires internationaux permet vraiment d'augmenter le niveau de qualité des productions de la RTI et de pouvoir satisfaire non seulement le public ivoirien mais aussi des publics étrangers. Le niveau se rehausse du point de vue scénario technique. L'opérateur RTI montre un signal qui est un signal important qui structure le secteur. Déjà, les thématiques sont d'actualité, c'est intéressant. Et du court extrait qu'on a pu voir, c'est que la qualité technique est plutôt bonne. Je suis ravi du partenariat qu'il y a entre la RTI et TV5 pour cette coproduction. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est ce partenariat avec l'Inde. C'est une première. Mis à part ces 4 projets qui ont été présentés aujourd'hui au Discop Johannesburg, la RTI a en ce moment une quinzaine d'autres projets de séries en cours sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous avancerons en 2017. Pendant 3 jours, producteurs indépendants, distributeurs de contenu et chaînes de télé du monde entier se font la cour avec des programmes toujours plus innovants. La tendance reste au contenu fait par des Africains pour les Africains et au format prêt à l'export. Le Discop, c'est aussi l'occasion de parler du rayonnement et de l'avenir de l'industrie audiovisuelle qui, depuis quelques années, braque ses projecteurs sur l'Afrique. Ce que nous constatons et ce qui nous fait très plaisir, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de producteurs et de distributeurs de contenu produits en Afrique. Et on voit également de plus en plus de transactions entre pays africains, notamment entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Mais en tous les cas, les transactions et des signes avant-coureurs du fait que cette croissance va continuer. L'Afrique francophone va aujourd'hui se transformer en une véritable zone de production où il y aura du contenu qui va effectivement nourrir tous ces besoins. Parmi les acteurs du dynamisme croissant de l'audiovisuel africain, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et la Côte d'Ivoire, qui abritent annuellement depuis 2014 le Discop Abidjan. Un marché qui s'annonce déjà comme la plateforme africaine dédiée au contenu audiovisuel francophone. Ici en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie veut relever le défi de la mobilisation des investisseurs dans le pays les mois à venir. C'est en cela qu'elle a initié ce jeudi une rencontre à Grand Bassam pour travailler au toilettage des textes qui régissent son fonctionnement et surtout à l'élaboration de stratégies pour attirer les investisseurs. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire entend également appuyer les entreprises nationales à être compétitives au moment où des grandes structures internationales s'installe en Côte d'Ivoire. Les précisions de Francis Boifo. Il faut bien que nous puissions faire appel à des investisseurs pour venir installer des usines de telle sorte que nos entreprises
justement soit soutenu et c'est ça notre rôle. Voilà qui motive cette rencontre initiée par les nouveaux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. 2 jours pour repenser le fonctionnement de cette structure publique créée il y a 108 ans avec à la clé l'élaboration de stratégies pour relever des défis majeurs dans un environnement économique de plus en plus compétitif. C'est d'accroître le service qui est fait aux entreprises à travers des modules que nous sommes en train d'élaborer pour permettre aux entreprises, en tout cas, de sentir l'appui que nous sommes censés leur apporter. Reprendre notre place d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics dans le dialogue avec le secteur privé économique. La Chambre a connu un petit recul sur ce plan. Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie ont l'ambition d'installer des représentations dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Cela pour mieux défendre les intérêts des opérateurs économiques des secteurs du commerce, de l'industrie, des services et être proche des acteurs de développement. Je vous invite à présent à la 16e édition de la Foire d'Égypte. Elle a ouvert ses portes le 27 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 9 novembre à venir. Vous y découvrirez des tapis et moquettes, des salons et fauteuils, des parfums, des bijoux, tout ou presque. En présentant cette variété d'articles, les exposants entendent consolider les relations commerciales entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Perpétuellement, Serge Collier. L'Égypte s'installe à Abidjan à travers sa foire commerciale. Pour cette 16e édition, les exposants égyptiens donnent le meilleur de leurs produits. Tapis et moquettes, flacons et parfums, lustres et antiquités, nettoyants ménagers, habits et sacs en cuir sont autant d'articles proposés aux visiteurs. Avec cette foire, les organisateurs veulent renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Depuis 2003, ils organisent la foire à Abidjan. Et qu'à Abidjan, ils font du bon business. C'est tout voleur, point de chute, parce qu'ici, ils ont toutes les opportunités d'affaires. Le représentant du ministre du Commerce, séduit par la variété des articles, appelle les opérateurs économiques ivoiriens à suivre l'exemple égyptien. Il ne tient juste qu'aux opérateurs économiques ivoiriens de se mobiliser, de s'organiser. L'Égypte est un pays ouvert. L'ambassade d'Égypte ici va leur faciliter tout ce qu'il faut. Le ministère du Commerce ne peut que les appuyer, ne peut que les accompagner, tout simplement. Les visiteurs, quant à eux, n'ont pas boudé leur plaisir. Ils se sont dit fascinés par les articles proposés. J'ai l'habitude de venir ici depuis 3e édition maintenant. J'adore bien les chaussures, les bijoux aussi qu'ils vendent. Et je me souviens l'année dernière, j'ai acheté des ustensiles de cuisine qui sont encore là, donc je compte bien les renouveler cette année. Plus de 32 stands pour environ 1000 visiteurs par jour. La 16e édition de la Foire d'Égypte prend fin ce 9 novembre. Venons-en maintenant à la Journée mondiale de la vie qui était à sa 9e édition le 30 octobre dernier. Ici en Côte d'Ivoire, l'ONG Les Amis de la Vie a convié les Ivoiriens à sortir massivement pour magnifier la vie. Célébrer la vie, c'est bien ce qui fait plaisir aux Ivoiriens et c'est ce qu'ils ont fait à l'occasion de cette journée qui tout doucement se fait une place dans le calendrier. On en parle avec Malika Koulibaly. Elles sont en joie et ça se comprend. Nous sommes le 30 octobre, journée mondiale de la vie. Et pour elles, tout comme pour les initiateurs, célébrer la vie tient à montrer que nous sommes bel et bien vivants. La journée mondiale de la vie est cette année à sa 9e édition. Elle est créée par feu la révérende Ebo Carole Eli. Près de 3 ans après sa mort, ses convictions sont encore claires dans l'esprit de ses collaborateurs. La vie est le bien le plus précieux et en prendre conscience est un pas décisif qui peut apporter des changements, voire le développement, tant au niveau individuel que communautaire. C'est pourquoi les amis de la vie appellent en ce moment précis chacun à cette prise de conscience pour le bonheur des peuples et je vous souhaite bonne fête de la vie à tous, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Cette célébration est l'œuvre de l'ONG Les Amis de la Vie.
Et tout le long de ce mois de novembre, elle compte faire des dons dans les hôpitaux, effectuer une visite aux prisonniers de la MACA et venir en soutien aux organisations qui œuvrent dans l'humanitaire et le social. Tout ceci pour célébrer la vie. Comme le dit Malika Koulibaly, l'on célèbre la vie tout au long de ce mois de novembre dans les centres de santé, par exemple de Blocos, d'Akwedo et de Mputo. Les nouvelles mamans ont reçu des kits de naissance. C'est ainsi que la fondation Cœur à Cœur célèbre la vie, le bien le plus précieux. Les précisions de Delphine Blas. Serra, Kendra et le petit Nangui sont aujourd'hui des bébés heureux. Tout comme leurs petits camarades des maternités des centres de santé de Blocos, de Mputo et d'Akwedo, ils reçoivent la visite de Marieta Kassi. Dans les bras de la présidente de la Fondation Cœur et Cœur, des kits de naissance, des kits d'accouchement. De quoi rendre heureuses les sages-femmes, mais surtout les mamans. J'ai dit merci à Dieu pour ce qu'il a permis aujourd'hui et que Dieu même donne le soutien à la fondation et que cette fondation puisse toujours aller devant le tout. Dieu bénisse vraiment cette fondation pour qu'elle puisse toujours faire du bien au moment où nous sommes et puis que cette fondation aussi vive longtemps. Pour cette semaine de la vie, ce sont une centaine de mères et leurs bébés qui ont été honorés. Une action qui est en réalité pour la donatrice un simple acte de foi. C'est ma façon à moi de dire merci à Dieu pour ces nouvelles personnes qu'il rajoute à chaque fois. C'est vrai que beaucoup partent, mais il permet aussi que d'autres arrivent pour combler le vide. Bébé, maman et personnel de santé heureux. Et après, les dons dans les maternités. C'est ici à l'hôtel communal de Cocody que la Fondation Cœur et Cœur a convié les Ivoiriens. Au menu, concert chrétien gratuit pour magnifier Jésus-Christ, pour célébrer la vie, mais surtout pour recueillir des dons en faveur des enfants malades. Et pour célébrer la vie, il faut être en vie et en bonne santé. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, s'attaque au cancer du sein. L'instance a organisé une conférence le 31 octobre dernier sur le mal. Le thème était « Pas de refuge pour le cancer ». Une conférence pour instruire les bénéficiaires du HCR et les populations sur les dangers de la pathologie. Patricia Omouetia. Une boule dans le sein, un changement d'apparence de la peau du sein, la rétraction ou la déformation du sein. Autant de signes qui ne trompent pas. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Les facteurs, l'obésité, le surpoids, la consommation d'alcool, en un mot, une mauvaise hygiène de vie. Une situation qui a poussé le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, à initier cette campagne de sensibilisation. Objectif, sensibiliser l'opinion publique sur le cancer du sein tout en véhiculant un message d'espoir. C'est vrai que je ne me suis pas laissé angoisser par le cancer. Je n'ai pas souvenir de moments où j'ai vraiment flanché parce que je n'ai pas voulu flancher. Pas parce que je suis une dure à cuire, non, mais parce que je me dis dans tous les cas, flancher ou pas, je fais quoi? Je flanche, il prend de la place. Je résiste, il recule. Tant qu'à faire, autant résister. Donc j'ai voulu écrire ce livre pour dire, écoutez, la meilleure manière peut-être d'affronter des pathologies de toutes sortes, c'est de célébrer la vie dans ce qu'elle a de magnifique, en termes de résistance, en termes de combativité, en termes de refus de faire allégeance à la maladie, en termes de plier le chine. Tenir donc debout. Une belle leçon de vie pour le HCR qui exhorte les réfugiés. Le HCR s'occupe d'une population d'à peu près 2000 réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de politique de camp en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui vivent avec les communautés. Donc ce que nous pouvons faire, c'est être un relais de communication pour que ces personnes que nous voyons plus fréquemment que d'autres institutions sanitaires ou médicales puissent accéder à l'information. Débutée en septembre, Octobre Rose, la campagne d'information du mois d'octobre pour sensibiliser au cancer du sein a pris fin. Mais avant tout, la lutte continue. Direction Saint-Fra, où le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, RAFA, poursuit sa lutte contre la pauvreté des femmes du milieu rural. Le réseau vient de faire don de matériel agricole aux femmes de la Maraoué afin qu'elles mènent des activités génératrices de revenus. Occasion saisie par la présidente du RAFA pour installer officiellement la représentante de la coordination dans la région, Thérèse Tapeyoboué. Une décortiqueuse mini-industrielle, des semences de riz et du matériel agricole d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est le don que vient de faire le RAFA, réseau des associations des femmes actives d'Afrique, à la coordination de la région de la Maraoué.
Un geste salué par les femmes venues de plusieurs coordinations du pays, notamment du Tchologo, de la Maraoué, de la Nawa, du Bélier, du Cavali et des Lagunes. Kone Mariam, adjointe au maire de Saint-Fra, a réaffirmé la volonté des autorités municipales à accompagner les femmes à atteindre leurs objectifs d'autonomisation. Le parrain Esne Khalil s'est réjoui de la grande mobilisation des femmes et a promis de les aider dans leur lutte contre la pauvreté. La présidente fondatrice du RAFA, Antoinette Koné, a pour sa part encouragé les membres à plus de discipline, de rigueur, de cohésion et d'imagination dans le travail pour gagner les différentes batailles contre la pauvreté. Créé en 2012, le RAFA compte à ce jour 305 associations féminines pour 315 000 membres. 36 personnes issues de plusieurs couches professionnelles viennent de finir une formation de médiateurs. Ces nouveaux arbitres de la société sont de la première promotion du Centre de recherche de formation professionnelle en médiation, l'arbitre et la négociation. Après 12 mois d'apprentissage, ils sont désormais aptes à s'engager dans la résolution de conflits. Le 25 octobre dernier, ils ont reçu leur diplôme de médiation, de médiateur professionnel, en présence de notre reporter Konaté Moussa. Ils sont avocats, notaires, fiscalistes, agents d'entreprise, administrateurs de services publics et bien d'autres. Ils viennent d'ajouter une autre corde à leur arc. Ces hommes et femmes sont diplômés en médiation, désormais aptes après une formation de 12 mois à apporter leur contribution dans la résolution de conflits dans leurs différents domaines d'activité. En général, quand il y a un litige et quand on va devant les tribunaux, on explique la partie visible de l'iceberg. Mais le fond du problème, les ressentiments ne sont pas expliqués à la barre du tribunal. Or, ici, en médiation, le médiateur ne joue ni le rôle d'un juge, ni le rôle d'un avocat, encore moins celui d'un arbitre. Son rôle, c'est de faciliter le dialogue, faire en sorte que les parties qui ne se parlent plus renouent le dialogue et trouvent elles-mêmes la solution. La médiation établit la communication entre les parties. Donc, nous affirmons avec force que c'est le meilleur mode de règlement des conflits. La médiation, une alternative pour le règlement de différends de façon pacifique. Vu l'ampleur de la tâche, sa pratique nécessite une formation. Ce n'est pas un médiateur qui le veut. Un médiateur est quelqu'un qui a suivi une formation. Nous formons des médiateurs à qui nous délivrons des diplômes. Le diplôme auquel ils sont formés là, est un master professionnel en médiation, arbitrage et négociation. C'est-à-dire qu'en tant que diplôme universitaire, ils ont la possibilité de l'utiliser pour soutenir une thèse en médiation. Ils sont au nombre de 36 dans cette première promotion de diplômés de médiateurs professionnels. La promotion porte le nom de Béatrice Blohan-Brenner, magistrat français auteur de plusieurs ouvrages sur la gestion des conflits et la médiation. 4 ans après la mise en œuvre du système LMD, la mobilité académique internationale est effective à l'UFR Biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des étudiants venus de la sous-région et d'Afrique centrale ont soutenu leur mémoire de master en agrobusiness, spécialité agroalimentaire, une initiative du programme d'harmonisation et d'amélioration des programmes de master et de doctorat en agrobusiness par la mobilité entre l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre pour un développement socio-économique durable. Davis Oyo, son reportage est commenté par Malika Koulibaly. Les étudiants de l'UFR Biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny peuvent désormais se réjouir de l'effectivité de la mobilité académique internationale 4 années après la mise en œuvre du système LMD. C'est dans ce cadre que des étudiants venus d'Afrique centrale et de la sous-région ont achevé leur formation par la soutenance de mémoire de master en agrobusiness. Notre travail a constitué à valoriser les patates douces hachées et colorées de Côte d'Ivoire parce que nous nous sommes rendus compte que ces patates étaient très riches en provitamine A. Et nous savons qu'aujourd'hui, la provitamine A est un élément très essentiel pour les enfants car ça permettrait de lutter contre la cécité nocturne chez les enfants et en particulier les nourrissons. Une formation réalisée à travers le programme dénommé Agrim. Cette réforme a pour objectif non seulement d'améliorer la qualité de la formation que nous délivrons,
mais également faire en sorte que la formation que nous faisons ici soit ouverte sur les autres universités. L'objectif du programme Achagrim, c'est de permettre aux étudiants de commencer une partie de votre formation dans votre pays et vous terminez cette formation dans un autre pays. Les étudiants du programme Agrim ont validé leur master en biotechnologie, en biosécurité, en bioressources, spécialité agroalimentaire, avec la mention bien. En plus de la formation des étudiants, le programme forme le personnel administratif et les enseignants-chercheurs. Depuis hier jeudi, le ministre des Eaux et Forêts organise un atelier sur le code forestier. Son objectif, c'est de permettre aux participants d'apporter une contribution à l'amélioration du code forestier. Durant 2 jours, les experts vont pousser les réflexions en vue d'apporter des textes d'application du code forestier. L'atelier prend fin ce vendredi. Les précisions de Chantal et Ouman à Candan. Qu'avons-nous fait pour que nos forêts se trouvent dans cet état aujourd'hui ? L'on s'interroge. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Le ministère des Eaux et Forêts veut parer au plus pressé en multipliant les initiatives pour freiner, voire mettre fin à la destruction des forêts. Présenter aux parties prenantes sur une base beaucoup plus élargie les projets de textes qui ont été élaborés en vue de la mise en œuvre du code forestier qui a été donc adopté, voté en 2014. Il donne aux agents des eaux et forêts la qualité d'officier de police judiciaire, ce qui donc leur donne le droit de pouvoir faire donc directement donc des réquisitions, des constatations sur le terrain. Experts et acteurs du secteur forestier réfléchissent pour enrichir son contenu. À la fin de cet atelier, nous allons nous retrouver au niveau du ministère des Eaux et Forêts et du cabinet qui nous accompagne pour peaufiner les textes. Donc c'est ensuite que ces textes-là vont être enrôlés par le secrétaire général du gouvernement pour être présentés au conseil de gouvernement et au conseil des ministres. Ce nouveau code forestier, fort de 152 articles selon le ministère des Eaux et Forêts, va apporter de réelles avancées en matière d'orientation de la gestion forestière. La production industrielle d'or est en constante progression. Elle est passée de 20 tonnes en 2014 à 23 tonnes et demie en 2015. Pour 2016, 26 tonnes sont annoncées. Et plus de 40% de cette production vient de la mine d'or de Tongon, située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le président directeur général de l'entreprise aurifère a fait le point de la production de l'or en Côte d'Ivoire. Une production qui va connaître, selon lui, une hausse avec la découverte de nouveaux sites. Il a également annoncé la création de l'Académie de golf financée par une fondation de la mine d'or. Soro Corona, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Inaugurée en octobre 2011 par le président de la République Alassane Ouattara, la mine d'or de Tongon produit plus de 40% de la production aurifère, soit 7,3 tonnes en 2015. La même année, cette mine a contribué pour près de 411,300 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne sous forme de redevances, d'impôts, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux. Chaque trimestre, la direction de cette entreprise aurifère fait le bilan de ses activités. À Yamoussoukro, il a été question de passer en revue les avancées et les difficultés. Pour les avancées, le premier responsable de la mine d'or de Tongon a félicité l'État de Côte d'Ivoire pour les efforts faits dans le domaine minier. En 2015, 10 permis de recherche ont été délivrés pour des investissements de plus de 3 milliards de francs CFA. La mine d'or de Tongon a connu une baisse de production d'or de l'ordre de 10%. La perte de production est due à une panne sur l'une de ces machines, qui a duré 46 jours. Abordant le volet social, Marc Bristow a révélé que sa structure a doté les villages situés aux alentours de la mine d'écoles primaires, de centres de santé, d'électricité et de bien d'autres projets. Près de 2 milliards de francs CFA ont été investis en 2015 dans ce sens. La promotion du golf en Côte d'Ivoire fait partie des perspectives du directeur général de la mine d'or de Tongon. Yamoussoukro va abriter le Golf Academy qui va regrouper 120 enfants âgés de 6 à 16 ans. Des regroupements périodiques assurés par des instructeurs internationaux.
Le village de Nyago 2 dans la région du Bokle a désormais un nouveau chef, son nom Nyali Gawa. Il a été installé officiellement par le sous-préfet de Sago pour conduire la destinée de sa localité. Honorine Agnigori, témoignage. Le village de Nyago 2 dans la région du Bokle peut désormais compter sur Nana Nyabli Gawa pour la conduite de sa destinée. Le nouveau chef officiellement installé a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Sago, Ngbo Amon Beke. La situation des chefs de nos villages vient d'être régularisée. Nana Nyabli Gawa, à cette occasion exceptionnelle, a exprimé sa reconnaissance à sa hiérarchie. Je suis le 5e chef aujourd'hui qui a un arrêté. Notre président qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, nous voudrions que Nyago soit électrifié dans un bref de temps. Nous avons une grande collaboration avec nos chefs de communauté. Cela fait que la paix règne à Nyago ici. Le fondateur de Nyago 2, Auguste Lobé Dobré, a exhorté ses parents à être solidaires de leur nouveau chef, car seule l'entente et le respect mutuel peuvent garantir le développement à Sago et Nyago 2. L'actualité internationale en bref et en images. La justice genevoise a annoncé hier avoir procédé en début de semaine à la saisie de 11 voitures de luxe qui appartiendraient à Théodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale. Les autorités suisses le soupçonnent de blanchiment d'argent. 11 voitures de luxe, parmi lesquelles une voiture suédoise réputée la plus rapide du monde et produite à seulement 7 exemplaires, ont été saisies. Une nouvelle pause humanitaire décrétée par la Russie, alliée du régime syrien, est entrée en vigueur vendredi matin dans la métropole divisée d'Alep. Une trêve de 10 heures qui risque pour autant d'être inefficace et insuffisante pour évacuer blessés et civils. Avant de nous quitter, sachez que la CEI annonce que le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale est ouvert du lundi 7 novembre au jeudi 17 novembre 2016. Les dossiers sont reçus au siège de la commission électorale indépendante du lundi au samedi de 8h30 à 17h. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de toujours suivre RTI 1.